Bonjour, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 14 mars 2026. Dernière heure. L'Iran lance des attaques avec des munitions à fragmentation sur pratiquement tout Israël. Et il y a des blessés ainsi que des dégâts matériels. Il semble qu'aujourd'hui, l'Iran veut faire ce qu'il n'a pas fait hier, semer le chaos et la destruction dans tout Israël. Ici, dans Stratégie Militaire, nous allons vous raconter les dernières nouvelles, sans anesthésie, sans filtre. Que se passe-t-il en ce moment et quelles sont les prévisions pour cette guerre? La guerre entre le bien et le mal, la guerre des États-Unis, d'Israël contre le régime nucléaire de l'Iran. En la vivant en direct, famille, vos likes, vos commentaires. C'est Stratégie Militaire. Nous commençons. Bonjour famille, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Dernière heure. L'Iran a lancé aujourd'hui des attaques dans le sud du pays, à Eilat, en mer Rouge, la dernière ville d'Israël, à la frontière avec la Jordanie, près d'Aqaba. Et il faut déplorer des blessés, parmi eux un mineur. Il y a aussi des adultes blessés. Et à partir de ce moment-là, l'Iran a commencé à lancer des attaques systématiques toutes les heures, toutes les 45 minutes ou toutes les 2 heures contre Israël. Avec des missiles équipés de munitions à fragmentation, l'Iran a complètement abandonné les munitions conventionnelles et se consacre désormais à lancer des munitions à fragmentation comme seule arme de terreur contre Israël. Nous sommes en direct en ce moment. La famille, merci d'être ici avec nous. Nous avons des images choquantes de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Des images d'il y a quelques minutes d'une zone du centre d'Israël, une zone centrale d'Israël, où aucun blessé n'a été signalé. Mais cela montre à quel point il est nécessaire pour tout le monde de se rendre dans les abris lorsque l'ordre en est donné. Encore une fois, nous voyons des images très préoccupantes concernant l'attitude de certaines personnes. Vous avez également les super chats à disposition. La famille, si vous souhaitez soutenir ce contenu que nous produisons 24 heures sur 24. Depuis le début de cette guerre, il y a 15 jours, ici sur Stratégie Militaire, c'est aussi pour nous aider à subventionner toute cette opération que nous avons mise en place en Israël. En ce moment même, nous diffusons depuis Israël depuis le premier jour de la guerre. PayPal et Stratégies Militaires pour votre collaboration. Comme je le disais, les images et la situation sont inacceptables, mais pour l'instant, il n'y a pas de mort à déplorer, et c'est une bonne nouvelle. Voyons ce qui s'est passé à Eilat, ce qui s'est passé là-bas. Quelle est la situation? Les alarmes ont retenti tout au long de la matinée. Les gens devaient aller dans les abris. Et nous allons expliquer pourquoi aujourd'hui l'Iran se concentre exclusivement surtout sur Eilat. Allons-y, on enchaîne. Allons-y, écoutez, où est-ce que c'est tombé dans la partie? Écoutez, où est-ce que c'est tombé? C'est tombé. Voici l'incendie causé par une munition à fragmentation tombée sur la ville.
Encore une fois, des cibles civiles, des maisons de civils bombardées par le régime iranien. Allons-y. On voit une autre de ces munitions à fragmentation tomber sur une route à côté d'un véhicule, je crois que c'est un taxi. Allons-y, 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 allons-y. L'Iran sème le chaos et la panique à travers Israël. Attention. Ceci est un accident. Attention, c'est un « allons-y ». On y va, c'est un accident, on y va. On y va! On y va. Tout d'abord, je voudrais faire une réflexion, tout d'abord. Ces vidéos ne devraient pas exister, cela ne devrait pas se produire, cela ne devrait pas arriver en ce moment. Quand il y a une attaque, en sachant, en plus, qu'on utilise des munitions à fragmentation, s'il vous plaît, pas de balcon, pas de fenêtre, ne restez pas dans la rue, ne conduisez pas dans les rues, comme si de rien n'était. Parce que personne n'est immortel. Écoutez le son juste avant que cette munition ne tombe sur une maison. Allons-y, allons-y, résurrection. Je ne comprends pas. Je ne peux pas me battre. Cela veut dire que ce que nous entendons ne sont pas les pétards habituels lancés avec des munitions à fragmentation. Nous parlons d'une ogive transportant ces munitions, entre 5 et 6 kg d'explosifs à grande vitesse. Des projectiles renforcés pour avoir une certaine capacité de pénétration, créer un petit cratère dans le sol. Mais si cela touche une maison, un toit ou un espace fermé, cela peut être destructeur, avec une capacité de pénétration. Voici Pegabello. Nous voyons là comment il est tombé juste au milieu de la rue. Nous voyons un petit cratère. S'il tombe dans un espace à ciel ouvert, il ne cause pas beaucoup de dégâts, mais s'il tombe dans un espace fermé, dans un bâtiment, il cause des dégâts. C'est pourquoi il faut utiliser le MAD, le Midlac. Il faut aller dans les abris. Ici, nous voyons les dégâts matériels dans une cour intérieure d'un immeuble. Les dégâts sont très limités dans l'espace. Remarquez que même le mur qui sert de cloison n'est pas endommagé, le mur ne s'est même pas effondré. Mais tout ce qui est une cible molle, c'est-à-dire une table, des chaises, des vitres, tout élément léger est détruit, s'envole et devient une arme de plus. Nous le voyons là. Citation, une situation très compliquée, très compliquée. Vidéo suivante. Non, ce ne sera pas le tiède. C'est le projectile qui est tombé juste derrière, dans la cour intérieure d'une maison, dans l'une des rues principales d'Eilat. Je t'ai dit que tu allais dire au revoir. Ici aussi. Plus de projectiles tombés derrière. Plus de projectiles, encore plus. Et il y en a plus, tout est là. Ici. Là-bas, il y en a ici. Là-bas encore, ici. Panique avec les munitions à fragmentation partout. Mais la question est, pourquoi Eilat? Pourquoi maintenant? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait les autres jours? Pourquoi, par exemple, même les Houthis ne l'ont-ils pas tenté? Que se passe-t-il là-bas? Quelle est la situation? Quel est le raisonnement? Eh bien, il y a une chose que nous devons examiner. Il y a une chose que nous devons examiner et que vous allez comprendre. Je vous souhaite la bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, s'il vous plaît. Vos likes, vos commentaires sont super importants. Partagez ce direct sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est très important de vous abonner. Avec les dernières nouvelles, en temps réel de ce qui se passe, de ce qui est en train de se produire en ce moment, depuis l'aube, les conditions météorologiques en Israël sont différentes. Carte radar météo en ce moment.
Depuis des heures, il y a de forts vents en Israël. Il y a eu des rafales allant jusqu'à 43 km/h et le pire reste à venir. Il y a pratiquement une tempête de sable qui se déplace depuis la péninsule du Sinaï vers le nord. Cette zone de la Méditerranée, avec des vents atteignant 68 km, 73 km/h. Maintenant, ça s'est un peu calmé et c'est justement à ce moment-là que l'Iran a lancé des attaques sur le centre du pays. Avant, nous étions ici à 43 km/h, 45 km, mais pourtant, à Eilat, il n'y a pas de vent, seulement 2 km/h. 1 km/h, il n'y a pas de vent. Cela permet à l'Iran de lancer des munitions à fragmentation et de pouvoir cibler ses attaques sur une zone précise. Ici, on se rend compte que les attaques ne sont pas indiscriminées, mais qu'elles sont menées en toute connaissance de cause et qu'ils disposent aussi de renseignements militaires. Pour mesurer les vitesses du vent et savoir jusqu'où ces munitions à fragmentation peuvent se propager. En essayant de concentrer les dégâts dans des zones d'Israël où il n'y a pas trop de vent à ce moment-là. C'est pourquoi, il y a peu de temps, ils ont commencé à les lancer sur la zone centrale d'Israël, la région de Jérusalem, la région de Busdam, Ashdod, Jérusalem, la région de Beersheva. Oui, il y a eu une attaque il y a un moment, encore une fois, les conditions météorologiques y sont plus favorables. Mais attention, car la situation de cette tempête de sable peut effectivement mettre en difficulté les systèmes de défense anti-aérienne qui peuvent fonctionner sous n'importe quelle condition météorologique. Mais ils ne sont pas efficaces dans toutes les conditions. Par exemple, l'Iron Beam contre les roquettes lancées par le Hezbollah ou les drones lancés par le Hezbollah. Ce n'est pas aussi efficace. Lorsqu'il y a des nuages à basse altitude, du brouillard ou une tempête de sable, le laser n'est pas aussi efficace. Et cela, l'Iran le sait, donc il est probable que nous voyions des attaques venant du nord, profitant de cette faiblesse en ce moment. Là, nous le voyons. Nous continuons en direct la famille. Il y a plus de nouvelles, nous avons plein de vidéos de ce qui se passe à Beyrouth, de ce qui se passe à Téhéran. Arrestation de djihadistes en Espagne. Vous l'entendez ? Des djihadistes en Espagne qui formaient des femmes à se convertir au djihad et à provoquer de véritables massacres sur le territoire national. Situation. Celle-ci. L'historique. Celui des non-chrétiens décidés. Les 14 jours de guerre nous ont apporté cela. Jour 10, 11, 12. C'est vrai, les attaques de l'Iran diminuent de plus en plus. Mais ils utilisent que des munitions à sous-munitions. Regardez le 28, comment tout était en rouge. Jour 1, si on va à la fin de l'étape, on voit déjà que ce n'est plus aussi rouge. Principalement, ce détail est important. L'Iran a moins de capacité d'attaque. Hier soir, Donald Trump lui a envoyé un avertissement assez fort. Il lui a dit clairement: pas question de fermer le détroit d'Ormuz. Pas question d'attaquer des navires. Aucun navire n'a été attaqué depuis hier soir. Mais l'Iran a lancé... L'Iran lancé l'Iran. Une vengeance, un avertissement, un avertissement. Un avertissement, pas pour Israël. Et cela est préoccupant.
assez préoccupant. L'Iran a lancé des ordres d'évacuation contre les ports des Émirats arabes unis. Nous le voyons là. L'Iran accuse les Émirats arabes unis d'avoir attaqué l'île de Kar la nuit dernière avec des munitions ATA-CMS. Ici, en exclusivité, nous disions que nous soupçonnions que des munitions ATA-CMS avaient été utilisées contre des cibles sur l'île de Kar. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'Iran tient les Émirats arabes unis pour responsables d'avoir utilisé des munitions ATA-CMS depuis leur territoire. Maintenant, une attaque est en préparation contre ces ports, qui d'ailleurs assurent une grande partie de l'économie mondiale depuis l'Asie. Nous voyons ici la traduction de l'image. Dans Stratégie militaire, une nouvelle exclusive, encore une fois. Avertissement de l'Iran sur ce qu'il veut provoquer maintenant. Attaquer les ports, un Dubaï, un Abu Dhabi qui sont déserts en ce moment. Et il paraît que le tourisme a chuté. Économie en chute libre pour les Émirats arabes unis. Et cette guerre va leur coûter extrêmement cher, vraiment. Une facture énorme. Aux pays qui n'ont pas voulu arrêter l'Iran à l'époque et qui subissent maintenant la fureur de l'Iran. Nous avons des vidéos car certains de ces ports ont déjà été attaqués. Nous le voyons là. Image du port de Fujairah aux Émirats arabes unis. Ils n'ont pas voulu l'Iran dans ça. Plus d'images. Les Émirats arabes unis sont attaqués. En ce moment, les drones décollent toujours depuis l'Iran. Donald Trump qui disait que 80 à 90% des capacités avaient été limitées. Il semble que non. Des problèmes en vue, des problèmes graves à prévoir. L'Iran peut-il chercher à venger Karm? Mais attention, parce que ce qui s'est passé hier soir, ce que nous voyons hier soir, ici en direct, que nous faisions. La géolocalisation exclusive au niveau international des cibles attaquées peut être la première partie de quelque chose de bien plus grand. Après la destruction des systèmes de défense anti-aérienne de l'île de Karg, les États-Unis pourraient envoyer des groupes d'opérations spéciales pour prendre le contrôle des installations pétrolières, s'emparer de l'île et mettre la main sur les 3,7 milliards de dollars stockés à Karg. Le coup de grâce pour le régime, et attention car ce n'est pas la seule installation, et cela aussi, nous devons le voir ici en direct. Dans Stratégie militaire, en plus de l'île de Karg, l'Iran a d'autres objectifs qui peuvent susciter la convoitise des États-Unis d'Amérique. Ce que vous entendez ne sont pas les seules installations qui peuvent être atacadas o incluso en algún momento pourraient être conquises. Nous devons nous rendre compte de la gravité de cette affaire. L'Iran est en ce moment dans une situation dangereuse, pour le dire ainsi, pas très loin de Bandar Abbas,
Il y a un autre endroit qui est important au niveau des hydrocarbures. Il y a différents dépôts. Par ici, nous en voyons quelques-uns. Davantage de zones pour charger du carburant. Celle que nous voyons par ici. À l'intérieur, une installation gigantesque s'y trouve. Une qui pourrait être, sans aucun doute, l'un des objectifs possibles, une centrale électrique, celle que nous voyons ici. Si Donald Trump change d'avis et veut être le méchant de cette histoire, il pourrait commencer à attaquer. Des installations comme celle que nous voyons, il pourrait laisser l'Iran sans électricité. Regardez, cette méga installation que nous voyons ici, où il y a des zones de chargement pour les navires qui peuvent aussi charger du pétrole et qui est un peu plus petite que l'île de Kharg. L'installation d'Akhtar, celle que nous voyons ici, pourrait être l'un des objectifs sur lesquels, dans les prochaines heures, les États-Unis pourraient intervenir. Et lancer des attaques, au moins, pour détruire ses défenses antiaériennes. Nous continuons. Celle-ci, une autre des étapes sur le chemin. Donne-moi Bam! L'un des plus grands ports d'Iran, où une grande quantité d'hydrocarbures est également produite et transportée vers la moitié du monde. À cet endroit, les États-Unis d'Amérique pourraient également causer de véritables ravages lors d'une opération qui pourrait être menée en quelques minutes. C'est ça! La guerre gagne en intensité. La guerre atteint des niveaux stratosphériques. Et il y a le joyau de la couronne. Si l'Iran bombarde les ports des Émirats arabes unis, il peut arriver un désastre total. Celle-ci, les États-Unis d'Amérique, ils pourraient détruire le plus grand port d'exportation et d'importation d'Iran. Des millions de conteneurs pourraient être réduits en cendres en quelques heures. Une attaque massive avec des bombardiers B-52, des B-1 et des missiles ATA-CMS pourrait anéantir toute la capacité d'exportation de l'Iran et celle de l'Iran pour au moins 100 ans. C'est à cela que faisait référence Donald Trump, qu'il ne pourrait jamais se remettre du coup. Une autre des méga-installations qui pourrait également être détruite à Bandar Abbas. Ce que nous voyons là, c'est énorme, énorme la destruction qui est en train d'être planifiée contre l'Iran, s'il ne jette pas l'éponge. Nous sommes en direct, la famille. C'est stratégie militaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons une nouvelle vidéo de ce qui s'est passé à Guzdam. Ici en exclusivité.
attaque avec des sous-munitions. Nous agrandissons l'image. Des véhicules circulant pendant l'attaque. Inadmissible. C'est inadmissible. Israël doit commencer à non seulement recommander ou avertir. Il faut réprimander ceux qui ne vont pas aux abris quand c'est nécessaire. Sur le point d'avoir causé une tragédie. Si ce projectile était tombé 50 mètres plus à droite, nous parlerions actuellement d'un vrai massacre. Nous rappelons qu'à Eilat, il y a des personnes blessées. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? L'armée de l'air israélienne informe que ces dernières heures, plus de 200 cibles à l'ouest et au centre de l'Iran ont été attaquées. Au cours des dernières 24 heures, des lanceurs de missiles, certains armés pour attaquer Israël, des systèmes de défense aérienne, des plateformes de lancement de drones, des entrepôts d'armes. Et en ce moment même, le Hezbollah tire vers le Liban. Le Hezbollah tire depuis le Liban et aussi vers le Liban parce que les troupes israéliennes s'y trouvent. En donnant tout, le Liban. Que va-t-il se passer avec le Liban? Une opération terrestre va être lancée. Oui, elle va être lancée. Et il y a 35 minutes, les sirènes retentissaient à Haïfa. Beyrouth va devenir la nouvelle Gaza. Allons à Beyrouth. Les amis, allons voir ce qui s'y passe en ce moment. Que se passe-t-il? Des images impressionnantes. Beyrouth en direct. Images de Beyrouth. En ce moment même, on ne voit rien. Il y a une tempête de sable impressionnante. C'est du sable qui vient de la péninsule du Sinaï, depuis la région de la Syrie, de toute cette zone qui transporte énormément de poussière en suspension. Mais les attaques continuent de se produire. Les attaques continuent d'avoir lieu. Nous resterons donc très attentifs à ce qui se passe là-bas dans les prochaines heures. Car des attaques vont être lancées sur Beyrouth, il n'y a aucun doute sur ce que nous disons. La nuit dernière, Israël a lancé des attaques importantes, très importantes dans le sud du pays. La prédiction que nous faisons selon laquelle les bombardements vont s'intensifier dans la zone sud du pays a tout son sens. La logique est d'ouvrir la voie pour ce qui va arriver dans les jours ou les semaines à venir. La situation est inconnue
Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Une invasion partielle, totale. Quelle peut être la situation au Liban dans les prochaines semaines? Israël, de manière subtile, commence à déplacer beaucoup de matériel vers le nord, et cela implique qu'il va y avoir une opération terrestre à grande échelle. Image maintenant Gush Dan, Tel Aviv. Merci d'avoir regardé la vidéo. Image du Gush Dan. Il n'est pas détruit. Il y a beaucoup de poussière en suspension, c'est pour ça que je dis que ça rend la visibilité plus difficile. Mais pour l'instant, il n'y a pas de victimes mortelles à déplorer dans ce qui se passe en ce moment. Situation assez critique en ce moment. Que se passait-il dans d'autres endroits éloignés d'Israël? Et cela va devenir très intéressant. Très intéressant. Image des FDI vues du ciel. Des membres du Hezbollah se réunissaient dans une maison apportant des armes à l'intérieur, transportant des caisses de munitions. Cela se passait peut-être en se préparant à l'entrée massive des troupes et la localisation de cet endroit. Cette maison, c'est l'endroit que nous voyons en train d'être détruit par les troupes israéliennes. Remarquez que l'endroit qui est attaqué se trouve à la frontière d'Israël, à une distance intéressante, 20 km. Le Hezbollah sait qu'Israël peut avancer jusqu'à 20 km s'il se prépare à créer une ligne de feu en seconde ligne. Nous devons imaginer quelque chose qui est connu de tous depuis longtemps, pour ceux d'entre vous qui êtes plus récents dans la communauté. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour vous abonner aujourd'hui afin d'atteindre rapidement le demi-million. Le Hezbollah dispose de différentes lignes de défense construites dans le sud du Liban. La première ligne de combat, la deuxième ligne, la troisième ligne et même une quatrième ligne, qui irait jusqu'à Beyrouth, chacune avec ses propres commandants et sa capacité en personnel, parmi lesquels ils ont aussi l'unité Radwan des opérations spéciales. Hier soir, nous tracions cette ligne de sécurité qui pourrait être celle qui formera la nouvelle frontière. Israël dans quelques mois. Et nous serions en train de dire que la première ligne irait de l'avant jusqu'à la deuxième ligne, nous aurions des combats. La ligne suivante irait déjà de la deuxième jusqu'à Beyrouth. Dans cette troisième ligne, une beaucoup plus grande. Jusque-là, il est probable qu'Israël ne veuille pas aller. Je le dis pour certains fanatiques qui disent qu'Israël veut détruire Beyrouth, conquérir Beyrouth et garder Beyrouth. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? On parle d'une estimation d'environ 20 km plus ou moins. Ce serait l'opération Porteur, G. Des images du commandement central des États-Unis d'Amérique. Avions de patrouille maritime et radar aérien E2, Hawkeye,
décollant d'un des porte-avions des États-Unis d'Amérique. Avion FDX-8. Et en plus, je pense que celui-ci, on va le regarder doucement, c'est un gros leurre. Un avion de guerre électronique. Il redécolle. Attention parce que pour ce soir, on prépare une émission incroyable, quelque chose qui va tous vous épater. J'espère que vous resterez bouche bée, j'espère qu'on pourra y arriver. Si l'actualité le permet, comment ? Comment récupérer l'uranium d'Iran ? 600 kg ou 400 kg d'uranium. Avec la capacité de construire jusqu'à 11 armes nucléaires ? Comment se déroulerait l'opération ? Combien de personnes seraient nécessaires ? Où aurait lieu cette opération ? Combien de temps durerait-elle ? Que faudrait-il pour le transporter ? Et quelle serait la destination finale de l'uranium iranien ? L'uranium, le régime nucléaire de l'Iran, parce qu'ils l'ont, et si cette guerre ne met pas fin au régime et que cet uranium reste là, cela continue. Ils construiront l'arme nucléaire, il n'y a aucun doute là-dessus, et ils l'utiliseront, tout comme ils utilisent des armes à sous-munitions. Et attention, plus on serre la gorge de Mojtaba, plus il est probable qu'ils utilisent d'autres choses bien pires. C'est bien ça la famille ? La guerre a trop de mauvaises choses et ça en fait partie. Passons à vos commentaires, à votre super chat. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. Merci d'être ici avec nous. Mojtaba est peut-être mort, peut-être qu'il n'est pas mort. Il y a différentes versions à ce sujet. On en a beaucoup parlé. Il y a eu énormément de commentaires sur l'histoire. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de débats. Personnellement, je pense qu'il n'est pas opérationnel, que c'est une personne qui n'est pas pertinente en ce moment pour le régime et qu'il ne serait pas en capacité de prendre des décisions. Si vous voulez appeler ça mort, vous pouvez l'appeler mort. Si vous voulez l'appeler inapte, vous pouvez l'appeler inapte. Je veux aussi dire quelque chose. Cette chaîne ne promeut aucun type de nouvelles, elle se charge de donner des informations sur ce qui se passe en ce moment dans le monde, spécialisée dans les questions militaires. Ici, nous analysons la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Nous ne voulons pas qu'il y ait des personnes ni des civils qui meurent. Nous ne voulons pas non plus de conflit. Nous n'encourageons ni ne souhaitons l'attaque d'aucune communauté. Nous croyons en un monde de paix, mais malheureusement, il y a des événements qui se produisent en ce moment même et que nous devons relater. Comme en ce moment même, nous sommes l'une des chaînes d'information de référence en langue espagnole au niveau mondial. Merci à vous, merci pour vos abonnements et merci pour votre présence et votre soutien à chaque instant de nos émissions. On passe au super chat. Quels sont vos commentaires, ch? Un grand merci à tous ceux qui collaborent. Nous allons retirer notre logo PayPal. Saba, un grand merci. Juliana, un grand merci. Teresa, un grand merci. Bey, merci beaucoup. Oscar, un grand merci aussi. Harry, un grand merci également. 11 mois avec nous. Grosse bise à Will ou Kira. On t'aime, merci. Stratégie et les modérateurs envoient une grosse bise à Will ou Kira. Il traverse aussi des jours un peu compliqués en Israël. Un câlin à notre amie, super modératrice qui apporte tant à cette chaîne, comme tous les modérateurs et l'équipe qui veille sur le chat. Pendant que je fais le direct et que parfois je ne me rends pas compte de ce qui se passe. Mais eux, ils sont là pour veiller à ce que cette communauté reste saine, propre, qu'on n'ait pas de personnes indésirables. Merci beaucoup, vraiment. Tempête, sable et vent. Est-ce que cela influence la trajectoire et par conséquent le calcul de la trajectoire des missiles et des drones? Oui, Océano, définitivement oui. Définitivement oui, pour les drones, à 100%. Ça affecte énormément. Merci pour les missiles. Les munitions à sous-munitions, lorsqu'elles s'ouvrent, et en plus, elles s'ouvrent à de hautes altitudes. Lorsque ces munitions tombent du ciel, il est évident que le vent peut les déplacer, les dévier. Ce ne sont pas des munitions de précision. Elles ne peuvent pas corriger leur position sur la carte.
Elles ne peuvent pas s'ajuster pour suivre un guidage, par exemple, laser, télévision ou GPS. Il y a énormément d'interférences. Ces munitions ne fonctionneront jamais à l'intérieur d'Israël, parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Mais est-ce que c'est évident ou est-ce clair? Oui, la trajectoire de ces missiles est effectivement affectée. Elle est affectée par le lancement à haute altitude et aussi par le vent. Ce qui vient de se passer maintenant, avec ces roquettes qui tombent, le vent peut les emporter à des centaines de mètres ailleurs. Cela peut arriver, cela peut se produire. En fait, il est très probable que cela se produise. Donc, ce ne sont pas les meilleures conditions pour le lancement. Mais l'Iran s'en fiche. L'Iran veut simplement frapper, peu importe la cible. L'Iran ne tire pas sur des cibles militaires, il ne tire pas sur des infrastructures critiques, il tire sur des maisons. Peu importe que ce soit une maison ou une autre, ça leur est égal, ça ne les inquiète pas le moins du monde. Vraiment pas du tout. Donc vous devez vous en rendre compte que même lancer des bombes à sous-munitions dans de mauvaises conditions météorologiques ou défavorables peut leur être bénéfique parce que les bombes partent dans toutes les directions. Merci. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ils veulent concentrer le feu sur des zones très précises pour infliger le maximum de dégâts possible. Ce qui les intéresse, c'est de voir une image de destruction massive, beaucoup de dégâts. Merci pour ce super chat, mon ami, pour soutenir la chaîne, et pour cette excellente question, une très bonne question. Voilà. J'aime les gens qui apportent, qui ajoutent, pas ceux qui nuisent. Merci beaucoup pour cette adhésion. Allons voir les avions. Maintenant, il faut voir ce qui se passe avec les avions de combat, ce qui se passe en ce moment. Voyons si les jets ont décollé, comment est la situation. Eh bien, voilà. Couloir aérien à nouveau. Des avions assurent la protection des Émirats arabes dans le combat contre les drones. En ce moment, l'un des jets se dirige vers le sud, longeant la Jordanie. Un autre des jets assure la protection de la base aérienne qui est celle-là en ce moment. Leader en ce moment dans les opérations aériennes depuis la Jordanie. Celle que nous voyons ici, Salti. Cette base aérienne est actuellement la principale utilisée par les États-Unis d'Amérique dans leurs opérations. Zone du Liban, l'Italie envoie un avion pour rapatrier du personnel. Personnel de la FINU. J'en profite une fois de plus pour dénoncer publiquement l'abjecte gestion du ministère des Affaires étrangères d'Espagne et des ambassades d'Espagne en Israël. Il est incompréhensible qu'ils abandonnent les Espagnols à leur sort. Des gens qui sont des touristes, qui veulent quitter le pays et qui ne savent pas comment parce qu'on leur dit de se débrouiller par eux-mêmes. Pour rejoindre le sud de la mer Rouge ou la Jordanie, il n'y a ni bus ni avion, rien pour les Espagnols qui sont en Israël. Cependant, d'autres pays envoient des avions militaires pour évacuer leurs ressortissants d'une zone de guerre. C'est une honte totale, une honte en plus, que le ministère des Affaires étrangères mente dans les déclarations publiques qu'il fait. Ils affirment depuis 24 heures ramener plus de 7000 personnes chez elles. Étudiants en Israël, ils laissent tout le monde sur place. Je reçois des emails, je reçois des messages. Ce n'est pas seulement que je l'ai vérifié moi-même sur place, ce que j'ai déjà fait à l'époque. Nous avons appelé l'ambassade et la réponse a été pathétique. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer
Nous continuons avec les super chats. Merci sans aucun doute, je ne sais pas pourquoi. On pense que la plupart de ces lanceurs et missiles ont été détruits. Il a beau s'énerver et menacer, Trump continue d'attaquer, il garde toujours des missiles et des lanceurs. Ce n'est pas un travail d'un jour, je le dis très sérieusement. Ce qu'ils font maintenant, c'est lancer 4, 5, 6 missiles par jour contre Israël. Merci. Ils rationnent, ils savent qu'ils vont en manquer. Les lanceurs, un lanceur qui tire, un lanceur qui part. Ils peuvent utiliser les fermes de missiles, ce dont je ne doute pas. Et cela pourrait être l'une des options. Mais ont-ils toujours la capacité d'arriver jusqu'ici? Les données sont là, ce n'est pas un mystère. Nous sommes toujours en direct, la famille. Je sais qu'il y a plus de super chats, qu'il y a des adhésions d'Andrea Villar. Merci beaucoup, Andrea Diego. Il y a aussi eu de grands super chats d'autres personnes que je ne peux pas voir ici. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de les récupérer. Carmen, merci beaucoup. Carmen, pour ce grand don à stratégie militaire, merci infiniment, mon ami. Merci. Bien sûr, c'est que la situation n'est pas dramatique parce qu'elle ne l'est pas. La vie continue en Israël, les gens vont dans les abris, les restaurants sont ouverts. Et c'est gênant. C'est révoltant. C'est révoltant qu'un enfant soit actuellement grièvement blessé parce qu'il est tombé sur des munitions à grappes lancées depuis l'Iran. Merci, aucune justification. L'Iran, en plus, lance sa menace d'attaquer les entreprises énergétiques des États-Unis dans la région, c'est-à-dire attaquer tout le monde, tout le monde. Incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, le chef de l'ONU, le secrétaire Antonio Guterres, était à Beyrouth. Allez, allez. Allons chercher des images de Guterres à Beyrouth, l'ami de l'Iran et de tous ces gens-là. Nous avons une vidéo. C'est incroyable. Les soldats espagnols sont encore présents. Dit Alvarez. Pas d'inquiétude à avoir. Bien sûr, puisqu'il n'est pas là-bas. Guterres, En arrivant au Liban, il affirme y aller pour tenter d'arrêter la guerre. Son visage est tout un poème. Le chef de la finule est aussi tout un poème. Là, Guterres prononce son discours. Et c'est incroyable. Alvarez a parlé. Il a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter des troupes espagnoles. Ils ont envoyé un bus jusqu'à Eilat avec des Espagnols. Des minibus avec des Espagnols. Et ils les ont abandonnés à Eilat. C'est terrible. Tout ce qui se passe en ce moment est vraiment trop terrible. Et qu'est-ce qu'Alvarez dit?
L'image de l'Espagne est impressionnante. Au fait, nous aurons bientôt une invitée de prestige la semaine prochaine. Vous ne pouvez pas manquer ça. Nous allons recevoir quelqu'un pour la première fois ici sur la chaîne. Nous avions vraiment envie qu'elle vienne. De plus, une vision complètement différente sur certains points, mais très proche sur d'autres. Une série d'appels, une nouvelle série d'appels. Depuis hier, j'ai parlé avec mes homologues du Qatar, d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, du Koweït, du Liban. Ce matin, je parlais avec mon collègue koweïtien. Je continuerai avec... Mais nous ne voulons pas que tu parles, Alvarez. Nous ne voulons pas que tu parles. Nous voulons que tu fasses sortir les Espagnols qui sont en ce moment piégés en Israël, au Moyen-Orient et dans le monde. Arrête avec les appels et les bêtises et commence à faire travailler le ministère avec le ministère de la Défense pour ramener les gens chez eux. Commence à donner l'exemple. S'il te plaît. Ce sont tes compatriotes? Les Israéliens ayant la double nationalité souhaitent rester ici sans problème. Mais les touristes qui se trouvent en Israël ne méritent pas d'être abandonnés au port du désert. Ils ne méritent pas d'être abandonnés à une frontière avec la Jordanie, sans savoir ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils passent de l'autre côté, sans qu'il y ait du personnel de l'ambassade d'Espagne pour les accueillir à la frontière. Dans le sud d'Israël, à l'ouest comme à l'est, de chaque côté, il n'y a pas de personnel déployé pour leur fournir une assistance consulaire. Merci. Quand tu appelles au téléphone, parfois on te traite mal, d'autres fois on te traite bien. Depuis que nous l'avons signalé, il semble que le traitement au téléphone s'améliore. Mais arrêtez de mentir. Mon collègue turc, ils expriment tous la même préoccupation. Ramène les Espagnols à la maison et laisse tes collègues. Laisse. Un détroit d'Ormuz qui en ce moment n'est pas praticable pour les navires, ce qui est censé être une bonne chose. Tu pourras bientôt le traverser. Avez-vous expulsé l'ambassadrice d'Espagne en Israël? L'avez-vous fait sortir? Avez-vous déjà un sauf-conduit pour passer? Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Pour la sortie du gaz et du pétrole, ce qui entraîne une augmentation des prix, c'est aussi le cas pour d'autres produits absolument nécessaires au secteur agroalimentaire. Et une situation dans laquelle ils reçoivent des missiles et des drones de manière totalement injustifiée, ce que nous condamnons de la part de l'Iran. Vous condamnez? Si l'Iran vous a remercié, si les Houthis vous ont remercié, si le Hamas vous remercie, si le djihad islamique vous remercie, si le Hezbollah vous remercie, comment pouvez-vous dire que vous condamnez? Comment, bien sûr, cela vous met-il dans une situation extrêmement complexe? Et sinon, comment sais-tu si la situation est complexe? Tu es à Madrid et tu n'as même pas été au Moyen-Orient voir les Espagnols. Si vous envoyez juste quelques avions pour la photo en arrivant à Torrejón, ou quand ils arrivent à Barajas, il est impossible de savoir. C'est une véritable honte, ça. Jusqu'à quand ce conflit va-t-il durer? Mais ce qui est certain, c'est que la voix de l'Espagne et la voix de l'Europe doivent être en faveur de la désescalade. Quelle désescalade? Quelle voix pour l'Espagne, puisque plus personne ne l'écoute depuis que vous gouvernez? De quoi parlez-vous? C'est une véritable honte. C'est une véritable honte. Ce type se met à dire qu'il ramène les Espagnols à la maison, alors que c'est un mensonge. De quoi est-il en train de parler? C'est la plus grande évacuation d'Espagnols organisée par le ministère des Affaires étrangères. Dans la plus grande évacuation. Évacuation de qui? Vous avez évacué des Palestiniens? Peut-être qu'on a raté un épisode? Ce consulat que vous avez installé à Jérusalem qui fait office d'ambassade palestinienne, peut-être que vous avez fait venir des Iraniens, des gardiens de la Révolution. Qui avez-vous rapatrié? Dans votre histoire, nous avons des estimations selon lesquelles nous irions très loin, bien au-delà du loin. Si vous n'êtes pas capable d'atteindre Israël. 8000. En ce moment, les chiffres de ce matin l'estimaient déjà à 7100. Voilà, c'est ceux-là. Pur et dur, c'est de l'information pure, dure. C'est terrible.
C'est inacceptable. C'est la plus grande honte de l'histoire du ministère des Affaires étrangères d'Espagne. C'est la plus grande honte. Et il lui demande, au gouvernement, que vont-ils faire face à la hausse du pétrole? Et au lieu de baisser les impôts, parce que plus de 50% du prix du carburant en Espagne, ce sont des impôts. Ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut dire non à la guerre. Que lorsque les gens iront faire le plein à la station-service, avec l'argent dont le gouvernement s'enrichit sur leur dos, ils disent non à la guerre. Eh bien, vous allez voir ça. Regardez, en Israël, le prix du pétrole, le prix du carburant n'augmente pas. Pas beaucoup, parce que le gouvernement a baissé les impôts, parce que nous sommes en guerre. Il y a d'autres pays qui le font. Pourquoi l'Espagne ne le fait-elle pas? Deux semaines après le début de la guerre, avec les prix qui flambent, pour l'instant, c'est la seule mesure prise par le gouvernement pour atténuer la hausse des prix. Dire non à la guerre est la meilleure mesure. Dire non à la guerre est la meilleure mesure. La meilleure mesure est de baisser les impôts sur les matières premières, soutenir les indépendants incapables d'exporter actuellement aux entreprises. Eh bien, un chauffeur a essayé, mais il nous dit que ça n'a pas marché pour lui. Et eh bien, quand je suis allé payer le montant, l'essence, j'ai dit non à la guerre. Et on m'a dit que non, que je devais payer avec de l'argent. Non à la guerre, ça ne servait à rien. Tu flippes? Tu flippes? C'est énorme, c'est... Voyons, qui peut justifier le gouvernement maintenant? Qui peut donner une justification à cette histoire? Moi? Ça? C'est inacceptable. C'est inacceptable ce qui se passe en Espagne. Tous les partis sont pareils. Il n'y a personne qui vienne faire ça. C'est inacceptable, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Que m'a dit l'ambassade d'Espagne? Ils demandent ici dans le chat s'ils ne savaient rien. Nous ne savons rien. Et au revoir? Ils ne t'ont même pas demandé si tu allais bien, si tu avais besoin d'une aide médicale, combien nous étions, s'il y avait des enfants, si nous avions un logement, si nous avions de la nourriture. Rien, l'ambassade, rien. Au contraire, ils te disent de ne pas leur envoyer de messages par téléphone, sur WhatsApp, de ne pas leur envoyer de messages, parce que c'est un téléphone d'urgence. Comme si être coincé dans un pays où ils tirent des munitions à fragmentation sur les touristes n'était pas une urgence. Peut-être qu'ils pensent que tous les touristes doivent acheter un numéro israélien pour contacter l'ambassade. Il faut vraiment avoir du cran, vraiment beaucoup de cran. Non, je ne remets pas l'audio car la fille a eu une crise d'angoisse, je pense. Je ne veux causer de problèmes psychologiques à personne. Qu'ils apprennent à bien traiter les gens, hein, s'il vous plaît. Quand quelqu'un appelle une ambassade, c'est parce qu'il cherche de l'aide, pas parce qu'il s'ennuie. Quand tu veux, je vais te raconter ce qui s'est passé à l'ambassade d'Espagne à Los Angeles quand j'ai voulu enregistrer ma fille nouveau-née, puis comment l'immigration m'a traité. Ça ne me surprend pas, Juan, ça ne me surprend pas. En fait, plus rien ne me surprend. Non. Moi, ça me surprend encore. C'est que le pays continue avec ce gouvernement qui abandonne tout le monde à la première occasion. Ce qui surprend, c'est que le gouvernement soit encore en place.
Rien, les débats en Espagne, 24 heures, sur toutes les chaînes qui reçoivent des subventions, tous avec le même discours. Israël est méchant, Israël est méchant, Israël bombarde des hôpitaux, Israël fait ceci, Israël fait cela. Pim pam, en haut, en bas, en avant, en arrière. Ça n'a aucun sens, c'est inacceptable. N'importe qui, vous pouvez prendre le téléphone de l'ambassade d'Israël, vous pouvez appeler tout de suite et demander comment on sort d'Israël. Comment sort-on d'Israël? Quelle aide peuvent-ils offrir à un Espagnol qui veut quitter Israël, qui veut partir, appeler celui des Émirats arabes? Comment on sort? Vous allez le vérifier. Si c'est bien là, si jamais il décroche sur le téléphone, je ne sais plus, je n'ai pas rappelé. Évidemment, moi je ne veux pas partir, je vais bien, ce n'est pas pour moi. Je suis venu ici pour travailler et raconter ce qui se passe. Mais il y a des gens qui sont des touristes, des gens qui ont une famille, qui ont des enfants, qui peut-être veulent partir, pour une raison ou une autre. Le dire clairement, on ne va pas vous sortir de là, n'est-ce pas? Ceux-là ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance, ils ont pu sortir. De la chance. Je ne sais pas, les 7000, combien d'avions faut-il déplacer pour ramener 7000 personnes? Peut-être compte-t-il aussi ceux abandonnés dans le désert. Bon, nous sommes sortis d'Israël. Prendre une bouteille d'eau. Pas de sandwich au jambon, il n'y a pas de jambon. Je ne sais pas ce qu'ils leur donneront, peut-être un sandwich. Sérieusement, ils ne te laissent même plus à la frontière. Ils te disent directement: tu dois trouver tes propres moyens pour arriver à la frontière. De là, traverser et aller à l'aéroport, t'acheter un billet d'avion qui te coûte 1000, 1500 euros. Rien de plus. Demande le visa pour la Jordanie, tu dois demander un visa pour entrer en Jordanie, pour être évacué. Même l'ambassade, c'est devenu complètement fou. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Disons-le calmement pour que les gens comprennent et ne s'inquiètent pas. Même pas l'ambassade. Ils ne te fournissent pas de documents officiels pour pouvoir traverser en Égypte ou en Jordanie sans avoir à obtenir de visa. Ils ne te font aucun sauf-conduit. Tu dois payer de ta poche pour pouvoir sortir d'ici. Mais cependant, pour la flottille de Gaza, pour Barbie Gaza qui a maintenant un procès énorme pour des délits de haine, est-ce qu'ils envoient d'une frégate ou un navire militaire pour escorter la flottille, les croisiéristes? Ils envoient à l'autorité palestinienne des milliers d'euros pour qu'ils paient des avocats pour empêcher l'occupation. À l'UNRWA de Wa, ils donnent des millions d'euros pour apporter de la nourriture qui n'arrive pas à Gaza. Et les Espagnols? Et qu'en est-il des Espagnols? Voici la photo de la honte. Lazzarini avec Alvarez. L'Espagne va-t-elle continuer à soutenir financièrement et politiquement l'UNRWA pour reconstruire Gaza?
C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Regarde-les ici, réunis si à l'aise, touchant un gros salaire, tous de vrais pistonnés, tous ceux des ambassades, des pistonnés. Avec des indemnités insultantes en termes d'argent. Et ici, rien n'est fait. Je trouve ça étrange que lorsqu'il y a une catastrophe au Maroc, les avions arrivent en 10 heures. On envoie des équipes de secours, on envoie tout. Ici, il ne manque rien. Lorsqu'il se passe quelque chose je ne sais où, on envoie du monde, on envoie des soldats au Liban. Pour qu'ils retirent de l'argent des banques du Hezbollah. Eh bien, et les Espagnols? Incroyable. Tremenda familia. La famille. On se retrouve plus tard ici sur Stratégie militaire. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour votre super chat, merci pour votre collaboration. Voilà le problème, la plupart des adultes immigrés espagnols ont voté pour ce gouvernement. Non, 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 non. Le gouvernement n'a pas gagné les élections, ne vous trompez pas. Le gouvernement s'est allié avec d'autres partis politiques, des séparatistes et des représentants de l'ETA pour rester au pouvoir. Mais ça, c'est un autre sujet. La famille, merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie militaire. Salut.